Un meurtre laisse perplexes les détectives les plus expérimentés, C'était une scène de crime effroyable. car il leur fournit très peu d'indices. Il n'y avait aucun signe de lutte dans l'appartement. S'agit-il d'un crime sexuel commis par un amoureux éconduit? Son corps était dans une position très suggestive. C'était difficile d'imaginer qu'on puisse être capable d'une chose pareille. Jusqu'à ce que les révélations d'un homme dévoilent un mobile inimaginable et un tueur au passé chargé. Un corps calciné. Le corps était méconnaissable. Un indice est fourni par un matériau de construction. Mais qui est la victime? Le plâtre n'était pas normal. Ça m'a interpellée. Je n'avais jamais vu ça. Et qui voulait l'éliminer? Je dois imaginer à quoi il ressemblait avant d'être brûlé. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons suivre ensemble deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Dans nos sociétés occidentales, jeunesse et beauté font l'objet d'un culte qu'alimente publicité, cinéma, presse people. Mais d'icônes adulées, les jeunes et jolies filles peuvent rapidement se transformer en victimes potentielles. Surtout si elles aiguillonnent involontairement les fantasmes sexuels d'individus psychologiquement perturbés. Que faire dans ce cas pour les protéger des prédateurs? Jacksonville, en Floride. Ses plages de sable ensoleillées, son climat subtropical. Pour Corey Parker, 25 ans, c'est la ville idéale pour faire des études universitaires. Elle apprécie bien plus cet endroit que sa ville natale de Rochester, dans l'État de New York, où les hivers sont plutôt rudes. Corey était magnifique. C'était une jeune fille très grande et charismatique. Mes meilleurs souvenirs avec elle, ce sont nos soirées entre filles. On louait des vidéos et on restait traîner à la maison. Corey travaille comme serveuse pour payer ses études. Mais un jour, pendant les vacances de Thanksgiving, elle ne se présente pas à son travail. Ses collègues commencent à s'inquiéter. Ils ont tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Le directeur a donc demandé à l'un des cuisiniers d'aller chez elle pour voir si tout allait bien. La porte de son appartement est fermée, mais son collègue regarde à l'intérieur et aperçoit le corps de Corey sur le lit. Elle est couverte de sang. Cette scène de crime était l'une des pires qu'on ait vues dans ce comté en termes d'atrocité. Il y avait du sang dans toute la chambre. Elle était couverte de sang, comme si on avait enduit son corps avec. Le crime semble avoir été mis en scène. Le corps de Corey avait été placé dans une position très suggestive. Elle était nue, ses jambes étaient écartées. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un crime d'ordre sexuel. Peut-être une façon pour le tueur de narguer la police. Son corps avait été déplacé. Il était maculé de traces, d'empreintes de mains. Il était clair que le meurtrier avait passé du temps à le manipuler. Fait surprenant, l'autopsie ne révèle aucune trace d'agression sexuelle. Corey Parker a été poignardé à 101 reprises. Je crois que 54 de ses blessures avaient été infligées post-mortem. Cet acharnement indique aux enquêteurs que le meurtrier avait un lien avec la victime. La police apprend que la veille, Corey a passé la soirée avec des amis dans un bar des environs. D'après les témoins, elle est partie vers 1h du matin. Les vêtements que Corey portait au bar sont retrouvés soigneusement pliés au pied du lit. Nous savions également qu'elle s'était préparée pour aller dormir et qu'elle s'était déjà mise au lit. Nous savions qu'elle était couchée lorsqu'elle a été agressée. Par conséquent, soit son meurtrier l'attendait cachée dans la penderie de sa chambre, soit il s'est introduit après dans son appartement. Les enquêteurs trouvent un Zippo plaqué or dans la chambre de Corey. Corey fumait, mais aucun de ses amis ne reconnaît ce briquet. Les enquêteurs essaient de relever des empreintes dessus, mais il n'y en a aucune. Pour nous, il était clair que ce n'était pas le briquet de Corey.
La police découvre des taches de sang sur le comptoir de la cuisine, ainsi que sur les appuis intérieurs et extérieurs de la fenêtre située au-dessus de l'évier. La police en conclut que le meurtrier est entré et sorti de l'appartement par la fenêtre de la cuisine. On pense que le tueur n'est pas sorti par la porte à cause de la lumière extérieure. La fenêtre de la cuisine offrait au suspect un moyen d'entrer et de sortir de l'appartement sans avoir à passer sous cet éclairage. Les relevés téléphoniques de Corey révèlent que l'un de ses anciens collègues, Eric Jones, 27 ans, l'a appelé plusieurs fois avant sa mort. Il lui avait demandé de sortir avec elle, mais elle avait refusé. Les employés du restaurant nous ont dit qu'il s'était entiché d'elle et qu'elle l'obsédait. Il n'arrêtait pas de lui parler pendant ses heures de travail. Il lui demandait tout le temps de sortir avec elle. Eric Jones n'a pas d'antécédent judiciaire, mais lorsque la police l'interroge, il a une réaction très bizarre. Non seulement il a admis avoir des antécédents psychiatriques, mais il a aussi déclaré aux enquêteurs qu'il avait des fantasmes de viol et de meurtre, ce qui a forcément éveillé leurs soupçons. Il a décrit les fantasmes sexuels qu'il avait eus au sujet de Corey. Certains étaient vraiment violents. Eric explique même aux enquêteurs comment il aurait tué Corey s'il en avait eu l'occasion. Il a décrit comment il lui aurait tranché la gorge au cours du meurtre pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Et cette description était assez similaire à la façon dont Corey avait été tué, ce qui a renforcé les soupçons de la police. Nous nourrissons tous plus ou moins des fantasmes sexuels. C'est une activité psychique tout à fait naturelle. Bien contrôlée, utilisée comme stimuli, ils peuvent donner ces fantasmes du relief au quotidien et enrichir notre vie affective. Néanmoins, ils représentent une menace lorsqu'ils s'insinuent dans des esprits pervers et altèrent leur jugement, lorsqu'ils brouillent insidieusement les limites entre images sublimées et femmes réelles. Corey Parker a-t-elle été victime d'un homme en proie à des fantasmes? La scène de crime semble l'attester, bien qu'un indice majeur vienne contredire cette hypothèse. Le médecin légiste qui procède à l'autopsie de Corey Parker ne constate aucun signe d'agression sexuelle, mais Corey a reçu plus de 100 coups de couteau. Elle présente de nombreuses blessures défensives sur les mains et les bras, ce qui prouve qu'elle s'est battue de toutes ses forces contre son agresseur. Notre théorie est qu'elle a tenté de se défendre contre une agression sexuelle. Les enquêteurs trouvent plusieurs cheveux étrangers dans les mains de Corey. La racine de l'un d'eux est intacte. Ce n'étaient pas ses cheveux et ils avaient encore leurs racines, ce qui laissait supposer que Corey les avait arrachés à leur propriétaire. Les tests ADN révèlent que le sang prélevé dans la cuisine et les cheveux découverts dans la main de Corey appartiennent à la même personne. Mais cet ADN ne correspond pas à celui du suspect numéro 1, Eric Jones, le collègue de Corey. Je pense qu'on peut dire qu'il était mentalement instable à ce moment-là. On lui avait prescrit des médicaments pour ses troubles psychiatriques, mais il ne les prenait pas. Donc, à mon avis, au moment où il a fait ses déclarations, il était mentalement instable. L'ADN trouvé dans l'appartement de Corey ne correspond à aucun des profils ADN enregistrés dans les bases de données régionales et nationales. Les enquêteurs découvrent alors que Corey avait un nouveau petit ami depuis peu. Il s'appelle David Wilt, mais les enquêteurs le rayent rapidement de la liste des suspects. Il n'était pas là au moment du meurtre, mais chez ses parents pour fêter Thanksgiving. Il avait donc un alibi très solide. Les enquêteurs interrogent toutes les personnes avec lesquelles Corey a parlé durant la soirée qu'elle a passée au bar avec ses amis. La plupart des personnes que Corey a rencontrées ce soir-là ont quitté le bar avant elle, mais l'une de ses amies, Tiffany Smith, est restée avec elle jusqu'à 1h du matin.
Tiffany déclare à la police qu'elles ont quitté le bar ensemble et qu'elles sont ensuite reparties chacune de leur côté. Mais Tiffany déclare à des amis qu'elle a eu des nouvelles de Corey plus tard dans la nuit. Elle a dit qu'elle avait appelé Corey depuis son portable vers 2 heures du matin et qu'elle lui avait parlé. Elle a déclaré que quand Corey a répondu au téléphone, elle était endormie. Tiffany lui a demandé ce qu'elle faisait et Corey a répondu « Je dors ». Tiffany dit également à ses amis qu'elle s'est rendue chez Corey vers 4 heures du matin. Elle prétend avoir frappé à sa porte, mais comme personne ne répondait, elle serait repartie. Selon sa déclaration, elle s'était rendue à l'appartement de Corey, ce qui l'a situé sur la scène de crime à l'heure où Corey pouvait avoir été tué. Ça a renforcé nos soupçons. On pensait qu'elle pouvait être mêlée à son meurtre. Mais lorsque les enquêteurs vérifient les relevés téléphoniques de Tiffany, ils font une découverte déroutante. En fait, elle n'a pas appelé Corey après l'avoir quitté ce soir-là. Bien entendu, les enquêteurs étaient curieux de savoir pourquoi elle disait qu'elle avait appelé et parlé à Corey, alors que ce n'était pas le cas. Pourquoi Tiffany aurait-elle inventé une histoire pareille ? Tout le monde disait qu'elle était peut-être attirée sexuellement par Corey. Tiffany m'avait dit dans une conversation tout à fait anodine qu'elle était curieuse de vivre une expérience homosexuelle. Tiffany avait vraiment beaucoup d'affection pour Corey. Plus troublant encore, Tiffany donne à ses amis des détails sur la scène de crime qui n'ont pas été révélés au public. Elle a décrit la position du corps et la scène en elle-même, alors qu'elle ne connaissait personne qui avait pu avoir accès à la scène de crime. Les enquêteurs ont trouvé ça suspect. J'ai trouvé ça très étrange qu'elle sache comment Corey avait été tué. Tiffany nie toute implication dans le meurtre, mais lorsque la police lui demande un échantillon d'ADN, elle refuse. Le fait qu'elle ait refusé de donner son ADN a conduit la police à croire qu'elle avait quelque chose à cacher. Tiffany Smith nie catégoriquement être impliquée dans le meurtre de son amie. Mais elle a menti aux enquêteurs sur ce qui s'est passé ce soir-là. Et elle refuse de fournir un échantillon d'ADN. À un moment, elle a même dit qu'elle était sur la scène de crime. Les traces de sang laissées par le tueur révèlent une information surprenante aux enquêteurs de la police scientifique. Ils trouvent le chromosome Y qui ne laisse aucun doute. Seuls les hommes sont porteurs du chromosome Y. L'organisme humain possède 23 paires de chromosomes. Ce bagage génétique provient pour moitié du père, pour moitié de la mère. Seule la 23e paire diffère selon le sexe. Les femmes héritent d'un chromosome X de chaque parent, tandis que les hommes possèdent un chromosome Y provenant du père et un chromosome X issu de la mère. Ainsi, les femmes ont-elles une signature génétique XX et les hommes XY. Cette particularité est une aubaine pour les policiers enquêteurs, car il leur suffit d'extraire un fragment d'ADN sur une scène de crime pour être déjà en mesure de déterminer le sexe du suspect. Par ailleurs, les progrès techniques permettent d'établir un profil ADN avec de moins en moins de cellules. Voyez-vous, il y a 20 ans, il fallait environ 1000 cellules aux biologistes pour travailler sur un échantillon, et grâce aux techniques issues de la cancérologie, eh bien, il est possible aujourd'hui d'extraire de l'ADN à partir de quelques cellules seulement, à condition toutefois qu'elles ne soient pas trop dégradées. Nous avons établi un profil masculin à partir de cet échantillon spécifique, celui qui avait été prélevé au niveau du point d'entrée ou de sortie de l'appartement. Nous supposions qu'il appartenait certainement au suspect. Tiffany est donc rayée de la liste des suspects. Ils ont pensé que Tiffany avait fait ces déclarations pour être mêlée à l'enquête, pour se rendre intéressante. Les enquêteurs pensent que Tiffany a eu connaissance de certains détails de la scène de crime par un ami qui travaille aux urgences.
La police doit alors envisager la possibilité que le meurtre de Corey puisse avoir été perpétré au hasard par un homme qui nourrit une haine incontrôlable à l'égard des femmes. La police effectue des tests ADN sur 38 hommes, des collègues de travail de Corey, des étudiants de sa promotion, d'anciens petits amis, sans trouver de correspondance. J'avais peur que cette affaire ne soit jamais résolue. Il paraît que plus l'enquête dure, moins il y a de chances de trouver le coupable. 18 mois se sont écoulés et la police continue d'enquêter sur l'affaire. Les enquêteurs passent en revue tout le dossier et relisent tous les interrogatoires. Afin d'obtenir de nouvelles pistes, ils offrent une récompense à toute personne qui pourrait leur fournir des éléments. Le résultat ne se fait pas attendre. Plusieurs employés d'un restaurant situé à quelques kilomètres de l'appartement de Corey Parker appellent la police pour l'informer qu'un de leurs collègues, Robert Denny, s'est comporté de manière suspecte après le meurtre de Corey. Il semblait réellement bouleversé. Il pleurait, il est arrivé au restaurant un jour et leur a annoncé que son fils avait été tué dans un accident de voiture au Texas et qu'il avait besoin de rentrer chez lui. Les collègues de Robert Denny collectent alors de l'argent pour qu'il puisse retourner au Texas et assister aux funérailles de son fils. Le propriétaire du restaurant est allé remettre l'argent à la sœur de Robert Denny, qui lui a appris que son frère n'avait pas de fils et qu'il avait inventé toute cette histoire. Mais ce n'est pas tout. Robert Denny vit dans la même résidence que Corey Parker et de chez lui, il peut voir tout ce qui se passe chez elle. Robert Denny a parlé à quelques collègues de cette femme qui vivait dans un appartement au-dessous de chez lui. Il a commencé à leur raconter qu'il l'observait. Il est même allé jusqu'à leur décrire de manière très explicite comment il se masturbait tout en la regardant. Lorsque la police décide d'interroger Robert Denny, sa sœur déclare qu'il a quitté la région. En fait, elle l'avait mis à la porte de chez elle à cause de son comportement bizarre. Apparemment, il restait debout toute la nuit à cause de ce qu'elle décrivait comme une addiction à la pornographie. Elle a déclaré à un officier de police qu'elle s'était réveillée une nuit et qu'il était en train de l'observer au-dessus de son lit. La police apprend ensuite une autre information troublante. Le frère aîné de Robert Denny purge une peine de prison à vie au Texas pour avoir poignardé une femme à 97 reprises. Corey Parker a été poignardé à 101 reprises. Quelle est la probabilité pour que deux jeunes issus de la même famille commettent des meurtres aussi odieux, aussi atroces? Est-ce que cette idée lui est venue de son frère? Est-ce qu'il a essayé de l'imiter? 18 mois après le meurtre de Corey Parker, les enquêteurs retrouvent Robert Denny à plus de 1300 km de Jacksonville. Il vit dans le Maryland avec une femme mariée de 52 ans. Robert Denny avait rencontré une femme mariée sur Internet et il avait fini par la convaincre de le laisser venir vivre avec elle et son mari. Cette femme et lui avaient des relations sexuelles sous le nez du mari. Robert Denny a-t-il tué Corey Parker en utilisant le même mode opératoire que son frère aîné incarcéré après avoir poignardé une femme à 97 reprises? Dans ces conditions, peut-on penser que la criminalité est héréditaire? Existe-t-il un gène des assassins? La question est régulièrement posée dans les congrès de criminologie sans qu'aucune réponse satisfaisante n'ait pu être apportée. L'histoire démontre néanmoins qu'il n'est pas rare que plusieurs membres d'une même famille soient des meurtriers. Tenez ainsi en 1997, dans les environs de Boulogne-sur-Mer en France, deux frères, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, avaient violé puis battu à mort 4 jeunes filles âgées de 16 à 20 ans. Pour confondre Robert Denny, les enquêteurs ont besoin de recueillir un fragment de son ADN, mais le suspect est sur ses gardes. Dans le but de le piéger, ils prétendent qu'il pourrait être impliqué dans une affaire mineure.
Ils lui ont dit qu'ils enquêtaient sur une allégation selon laquelle il serait impliqué dans une bagarre à Easton, dans le Maryland. Ils espéraient qu'il leur donnerait volontairement un échantillon d'ADN pour prouver qu'il n'était pas impliqué dans cette rixe. Et on ne voulait pas quitter Easton sans cet échantillon d'ADN. L'opération s'avère plus délicate que ce que les enquêteurs pensaient. Robert Denny fume pendant son interrogatoire, mais veille à toujours conserver ses mégots de cigarettes. Les enquêteurs lui proposent une bouteille d'eau, mais il n'y touche pas. Enfin, ils lui demandent de signer un document stipulant qu'il refuse de fournir un échantillon d'ADN. On lui a demandé de remettre le document dans l'enveloppe et de la fermer. Il a refusé et il nous a dit « Les gars, ça fait 3 fois que vous essayez de collecter ma salive. D'abord sur le mégot de cigarette, après sur la bouteille d'eau et maintenant sur l'enveloppe. Vous avez qu'à la fermer vous-même. Je peux y aller maintenant ?» Les enquêteurs placent alors Robert Denny sous surveillance, à son domicile et sur son lieu de travail. Il prend une pause cigarette toutes les 45 minutes, mais veille toujours à conserver ses mégots. Lorsqu'il fumait, il éteignait les mégots et les mettait dans sa poche pour qu'on ne puisse pas les récupérer. 2 jours plus tard, les enquêteurs ont enfin une occasion. Juste après une courte averse, Robert Denny sort pour fumer. Mais cette fois, il agit différemment. Il a marché de long en large et tout d'un coup, il a commencé à cracher sur le trottoir. Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 6 fois. Heureusement pour les enquêteurs, la salive reste à la surface de l'eau de pluie, ce qui la rend plus facile à collecter et réduit le risque de contamination. C'était très facile d'identifier les endroits où il avait craché. À partir de là, c'est le même principe que pour analyser un cheveu, du sang ou du sperme. Les résultats sont sans appel. L'ADN inconnu trouvé dans l'appartement de Corey Parker est bien celui de Robert Denny. Cette preuve l'incriminait d'autant plus qu'il avait toujours nié être allé dans son appartement. Une autre preuve incrimine Robert Denny. Le briquet doré retrouvé dans la chambre de Corey. Il affirme que ce n'est pas le sien, mais une ancienne petite amie déclare à la police qu'il s'agit bien de son briquet. Elle a pu identifier le logo sur le briquet. Elle était formelle. Le procureur pense que Robert Denny était obsédé par sa jolie voisine, Corey Parker, et qu'il surveillait toutes ses allées et venues. Il l'observait également dans son appartement dès qu'il en avait l'occasion. Ce soir-là, il a vu Corey se préparer pour sortir avec ses amis. Il s'arme d'un couteau, enfile des gants et pénètre dans l'appartement de Corey par la fenêtre de la cuisine. Les preuves indiquent qu'il s'est caché quelque part, peut-être dans sa penderie, et qu'il a attendu qu'elle revienne. À son retour, Corey n'a aucune raison de penser que quelqu'un est entré chez elle et elle va se coucher. C'est là que Robert Denny l'agresse. Mais Corey se défend bien plus énergiquement qu'il ne l'avait prévu. Dans la lutte, Corey lui arrache quelques cheveux qui portent son ADN. Et le briquet de Denny glisse de sa poche. Il la poignarde ensuite à de multiples reprises. À un moment, il se coupe à la main et saigne à l'intérieur de son gant. Lorsqu'il quitte l'appartement par la fenêtre de la cuisine, il laisse une trace de sang sur l'appui de la fenêtre, avec son ADN. Robert Denny est jugé pour meurtre avec préméditation. Le jury délibère 45 minutes.
Nous, le jury, déclarons le prévenu coupable de meurtre au premier degré comme le stipule l'acte d'accusation. En outre, nous estimons qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Étant donné qu'il n'avait que 17 ans au moment des faits, Robert Denny est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui l'a amené à commettre un crime presque identique à celui perpétré par son frère ? Robert Denny est une personne difficile à cerner. Sa famille était de toute évidence dysfonctionnelle, à un point allant bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous peut sans doute imaginer. Il a procédé à un nettoyage méthodique. Il a fait attention à tout et il a presque réussi à s'en sortir. Mais c'était sans compter ses traces de sang et les cheveux qu'on lui a arrachés. Il ne s'attendait pas à être arrêté. Cette jeune fille de 25 ans était très sympathique, très intelligente, très jolie. Elle avait un bel avenir devant elle. Elle était issue d'une bonne famille. Elle était très sociable et avait tout ce dont on pouvait rêver. Et en un instant, ce tueur lui a ôté la vie. Si les policiers ne s'étaient pas montrés vigilants, s'ils n'avaient pas traqué le suspect pendant des mois, s'ils n'avaient pas été en quête du moindre indice, Robert Denny aurait vraisemblablement échappé à la justice. Car c'est en recueillant un échantillon de sa salive, en extrayant son ADN et en le confrontant aux indices trouvés sur la scène de crime, qu'ils sont parvenus à le confondre. Sueur, salive, sang, sperme, cheveux, poils, cellules de peau superficielles, les sources d'ADN sont pléthores et apparaissent sur une multitude de supports. Ainsi peut-on dire aujourd'hui que même si les malfrats s'entourent de précautions, il leur est difficile de commettre un crime sans laisser de traces d'ADN. Et des cas extraordinaires le confirment. Ainsi, il y a quelques années, au Québec, des policiers placent en garde à vue un individu suspecté du meurtre d'une jeune femme. Tandis que l'homme refuse obstinément de parler, un inspecteur remarque qu'une puce a sauté sur une manche de sa veste. Il s'en empare, l'enferme dans une boîte et la confie au laboratoire du service scientifique. Les experts analysent le sang retrouvé dans l'estomac de la puce et comparent son ADN à celui contenu dans le sang de la victime. Géniale intuition. Les empreintes génétiques sont identiques. La puce a piqué la victime, s'est gorgée de son sang avant de se réfugier sur le vêtement de son agresseur. Un lien irréfutable est dès lors établi entre victime et suspect. L'affaire que je vous propose de suivre maintenant offre un impressionnant florilège des techniques employées par les experts médico-légaux. Reconstitution faciale, identification de matériaux microscopiques, prélèvement d'ADN sur une goutte de salive, localisation de téléphones portables. En une seule enquête, les spécialistes vous feront partager bon nombre de leurs secrets. Cette histoire aurait enchanté Michael Connelly. Elle commence en effet comme l'un de ses romans. Seule différence, dans cette affaire, tous les détails sont vrais. Juste après minuit, la veille de Noël, des automobilistes signalent un feu de broussailles le long de la route 83, près de Baltimore. Le premier arrivé sur place est un pompier volontaire. Il a descendu le talus, qui était pentu, et a avancé vers le feu. Au départ, il pensait que c'était un mannequin qui brûlait, mais en s'approchant, il a compris que c'était un être humain. La victime est impossible à identifier. On établit simplement qu'il s'agit d'un homme noir. Il n'y avait pas de portefeuille, rien qui permette d'identifier le corps. Mais une odeur de combustible est clairement perceptible.
Nous avons découvert un récipient calciné à côté du corps, certainement un produit inflammable qu'on avait utilisé pour que le feu prenne plus vite. Et un peu plus haut sur la butte, nous avons trouvé un briquet qui apparemment venait d'être jeté. Sous le corps se trouve un morceau de bâche à moitié fondu. Ils étaient deux à faire le coup. Une personne seule n'aurait pas pu faire passer le corps par-dessus le rail de sécurité et le porter jusqu'en bas du talus. Surtout que le sol était verglacé. Impossible de faire ça tout seul. Ils étaient forcément deux. Tout portait à croire qu'on était venu ici pour se débarrasser du cadavre. Le médecin légiste constate qu'on lui a tiré dans la tête à 3 reprises et que les balles ont traversé son crâne. On ne retrouve pas de suie ou de débris dans les poumons de la victime, ce qui signifie que cet homme est mort avant que le feu ne soit allumé. Il avait les mains et les pieds attachés. Il était évident qu'il avait été brûlé pour qu'on ne le reconnaisse pas. Les enquêteurs décident donc de faire établir un portrait robot de la victime à partir des quelques éléments à leur disposition. On savait très bien que tant qu'on n'avait pas identifié le corps, l'enquête n'avancerait pas vraiment. Heureusement, le crâne est en bon état. Il est donc possible de mesurer la taille du front, la hauteur des pommettes, ainsi que la longueur et la largeur de la mâchoire. La victime avait reçu 3 balles dans la tête et avait perdu presque toutes ses dents. Le visage était sévèrement brûlé sur un côté, carbonisé de l'autre et tout gonflé à cause de la chaleur du feu. Quelques tresses sont intactes, ce qui permet à l'inspecteur Lang de dresser un portrait encore plus ressemblant. Après 2 jours de travail, le portrait est enfin terminé. C'est un mélange de science et d'art. Si le feu avait duré quelques minutes de plus, il aurait été impossible de réaliser ce portrait. 15 minutes de plus et ce n'aurait pas été la même affaire. Le portrait est diffusé dans tous les médias de la région. Grâce à ce qui subsiste du crâne de la victime et de ses chairs partiellement carbonisées, un spécialiste reconstitue le visage de l'inconnu dans l'espoir qu'il puisse être identifié. La méthode traditionnelle consistait à enfoncer des aiguilles dans les chairs mortes pour en mesurer l'épaisseur, puis de les restaurer à l'aide de tissus imitant la peau. Les cheveux et les sourcils étaient ensuite réimplantés sur le crâne et des prothèses oculaires remplaçaient les yeux absents. Au cours des années 1990, l'emploi d'un logiciel de reconstitution faciale a accéléré et fiabilisé le processus. Alors le crâne est d'abord numérisé en 2D, puis des mesures sont réalisées sur 12 points anatomiques à partir des visages scannés de 41 hommes vivants. L'image de synthèse ainsi obtenue est ensuite déformée et modelée pour s'adapter le mieux possible à la forme du crâne. Bien que forcément approximative, la reconstitution faciale informatisée peut néanmoins susciter des appels à témoins et permettre à l'enquête de progresser. 3 jours après les faits, une femme d'Harrisburg, en Pennsylvanie, appelle la police. Elle pense avoir reconnu son petit ami de 26 ans, Wesley Person. Elle nous a précisé qu'il portait une boucle à l'oreille gauche. C'est un détail que j'avais volontairement omis sur le portrait. Les enquêteurs connaissent Wesley Person. Ce n'était pas la première fois que nos chemins se croisaient. J'avais fait sa connaissance 6 ans auparavant. J'étais le procureur dans une affaire de drogue le concernant. Person était fiché depuis cette époque. On compare donc les empreintes partielles de la victime aux siennes. Tous ses doigts avaient brûlé, à l'exception de 2 qui avaient été partiellement protégés par le tissu utilisé pour l'envelopper. Les empreintes correspondent à celles de Wesley Person. La victime est désormais identifiée,
Mais pour découvrir qui l'a tué, il faut d'abord déterminer où le meurtre a eu lieu. La police sait déjà qu'il a reçu 3 balles dans la tête. Il s'agit clairement d'une exécution. On a ensuite mis le feu à son cadavre au bord d'une autoroute du Maryland. Il n'y avait pas de témoins. Les enquêteurs n'avaient à disposition que les restes carbonisés du corps et rien d'autre. Ils apprennent que le cousin de Wesley est l'une des dernières personnes à l'avoir vu. Ils sont allés faire leurs courses de Noël ensemble et Wesley avait une grosse somme d'argent liquide sur lui. Il avait une grosse liasse de billets. Je ne pourrais pas dire combien ça faisait exactement. Mais à un moment, il l'a sorti de sa poche pour chercher un billet de 20. Et il n'en avait pas. Il n'avait que des billets de 50 et de 100. Stephen Akins déclare qu'une fois leur course terminée, Wesley est parti avec des amis qu'il ne connaissait pas. Il dit également avoir perçu une certaine tension au sein du groupe. Ils sont montés dans la voiture et ont commencé à parler. Et leur discussion était apparemment houleuse. Ils ne se disputaient pas. Il avait l'air d'en avoir un peu marre, il était un peu tendu, mais il ne se disputait pas. Les 3 hommes partent en voiture. Et le jour suivant, Wesley Person est retrouvé mort. La police interroge la famille de Wesley et apprend que les 2 hommes en question sont Justin Glover et Lawrence Murrell, des amis de longue date. Tous 2 ont une vingtaine d'années et comme Wesley, ils ont déjà eu quelques démêlés avec la justice, mais ils ne sont jamais allés en prison et n'ont commis aucun crime violent. Ils se connaissaient depuis longtemps. D'après mes informations, ils se sont rencontrés quand personne vivait à New York. Glover et Murrell nient toute implication dans le meurtre de Wesley Person. Ils déclarent l'avoir déposé chez lui et ne plus l'avoir revu après ça. On a retrouvé chez Wesley des affaires qu'ils avaient achetées ensemble ce matin-là. On est donc sûr qu'il est repassé chez lui. La police obtient un mandat de perquisition et fouille toute la maison. On a passé la maison au luminol du sol au plafond. On n'a absolument rien trouvé qui puisse indiquer qu'il avait été abattu là-bas. Les enquêteurs inspectent également la voiture de Murrell, dans laquelle Wesley Person est monté. Nous avons cherché dans le coffre et l'habitacle de la voiture des traces de coups de feu ou de sang, mais il n'y avait rien. Les policiers finissent pourtant par mettre la main sur un indice. Au moment de l'autopsie de Person, les médecins légistes remarquent quelque chose dans la bâche qui se trouvait près du corps. Le médecin légiste l'a découvert sous le dos de la victime. C'étaient des morceaux de matériaux de construction qui étaient ressortis intacts du feu. Il s'agit de petits débris de murs peints et de plâtre. Il n'était pas plus grand que le pouce, et le plâtre n'était pas normal. Ce qui est étrange, ce sont les petits fils qui semblent incrustés dans chaque morceau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important? Je n'avais jamais vu ça. Comme je suis curieuse, j'ai tiré dessus et j'ai cherché s'il y en avait aussi dans les autres échantillons. Cassandra Burke extrait ces fibres et les examine au microscope. J'ai vu tout de suite que c'était des poils d'animaux. Avant les années 40, on utilisait les poils d'animaux pour renforcer le plâtre. Ce qui signifie que le meurtre a probablement eu lieu dans un bâtiment construit avant 1940. Malheureusement, il se compte par milliers.
D'après les déclarations de son cousin, Wesley Person avait sur lui une forte somme d'argent le jour de sa disparition. Il aurait quitté un centre commercial en compagnie de ses amis Justin Glover et Lawrence Murrell. Mais comment Person pouvait-il avoir autant d'argent alors qu'il était sans emploi? En vérifiant ses antécédents, les enquêteurs découvrent qu'une coopérative de crédit locale enquêtait sur une possible fraude bancaire l'impliquant, lui et ses deux amis, Justin Glover et Lawrence Murrell. Ils étaient mêlés à une arnaque bancaire. Ils utilisaient des faux documents pour obtenir des prêts. Et ils empochaient l'argent. Dans cette escroquerie, ils faisaient appel à des prête-noms, généralement une jeune femme qui prétendait vouloir acheter une voiture d'occasion. Une fois le prêt en poche, elle partageait le butin avec Wesley Person et ses complices. La coopérative se retrouvait ensuite dans l'impossibilité de saisir le véhicule pour défaut de paiement, puisqu'aucune voiture n'avait été achetée. En revanche, la jeune femme ne pouvait plus faire aucun emprunt, alors que Wesley et ses acolytes s'en sortaient sans problème. Beaucoup de banques accordaient des prêts sans vraiment vérifier à qui ils avaient affaire. En 2 ans, Wesley Person et ses deux partenaires amassent ainsi près de 120 000 $. Les enquêteurs ont-ils découvert le mobile des suspects? Justin Glover et Lawrence Murrell ont-ils éliminé leurs complices à la suite d'une querelle liée à l'argent? Car il est maintenant avéré que les 3 garçons avaient mis au point une juteuse arnaque aux prêts bancaires. Sous couvert d'achat de voitures fictives, ils auraient ainsi empoché plus de 100 000 €. Mais pour délivrer des mandats d'amener, le procureur exige des policiers qu'ils étayent cette hypothèse avec des preuves matérielles. Or, ces derniers disposent de peu d'indices. Une bâche sur laquelle reposaient les cadavres et de la poussière de plâtre qui pourrait provenir d'un bâtiment construit dans les années 1940. Le manque de respect joue toujours un rôle important dans ce genre de règlement de compte. Si c'était juste une question de business, ces types ne l'auraient pas tué. Une enquête sur les antécédents des amis de Wesley révèle aux enquêteurs un détail troublant. Lawrence Murrell travaillait dans le bâtiment. Il achetait des propriétés saisies par la justice à Harrisburg et les remettait à neuf pour les revendre à un meilleur prix. La victime était enroulée dans le genre de bâche en plastique qu'on utilise dans les travaux de rénovation. Ce qui pourrait également expliquer la présence des morceaux de plâtre retrouvés avec le corps de Wesley. Le meurtre aurait-il eu lieu dans l'un des chantiers de Murrell? Nous avons répertorié 5 propriétés à son nom à Harrisburg. Et nous avons déterminé que 3 d'entre elles étaient inoccupées au moment des faits. La maison en plus mauvais état se trouve en centre-ville, dans la partie sud de la 13e rue. Sa construction remonte aux années 30, à l'époque où on utilisait le fameux plâtre mélangé à des poils d'animaux retrouvés près de la victime. On espérait tomber sur des douilles ou des impacts de balles, mais on n'a rien trouvé, aucun indice. Les enquêteurs vaporisent du luminol dans la cave, mais ils doivent faire face à un problème inattendu. On regardait le produit agir et les techniciens m'ont expliqué que comme le sol d'Harrisburg était riche en fer, ça risquait de produire un résultat faussement positif. La police découvre également un amas de débris dans un coin de la cave. Ils le ramassent et envoient le tout au laboratoire. En observant ces éléments au microscope, les experts isolent des morceaux de cloison recouverts de peinture bleue et rose, semblables à ceux découverts sous le corps de Wesley. Quelles sont les chances que vous et moi allions dans le même magasin pour acheter la même peinture et qu'on peigne nos murs de la même couleur année après année?
Mais s'agit-il vraiment de la même peinture? Les experts examinent les deux échantillons avec un microscope électronique à balayage. On utilise toutes les fonctions de ce microscope pour déterminer la composition chimique de la peinture. Les deux échantillons présentent la même composition chimique. Et dans les deux cas, le plâtre contient des poils d'animaux. Mais pas n'importe quel poil. Ceux retrouvés sur la victime et ceux prélevés sur le chantier ont quelque chose en commun. J'ai pu déterminer que les poils provenaient de la même espèce. On savait donc qu'on avait la bonne maison et les bons suspects. Mais la preuve la plus irréfutable est retrouvée sur un morceau de canalisation dans la cave. Les tests montrent qu'il y a une petite tache de sang dessus. Et les analyses ADN ne laissent aucun doute. C'était le sang de Wesley Person. Nous avions notre scène de crime avec le sang de la victime. Les enquêteurs pensent savoir qui a planifié le meurtre. Justin Glover est un idiot. Le cerveau de la bande, c'est Lawrence Murrell. C'est lui qui a tout organisé. Mais comment prouver qu'ils étaient bien sur place? Lawrence Murrell et Justin Glover ont toujours nié avoir tué Wesley Person. Ils affirment tous les deux qu'ils ont un alibi. Si Sherlock Holmes nous était contemporain, il troquerait sa loupe contre un ordinateur. Et plutôt que d'étudier les enveloppes des lettres envoyées par la poste, il expertiserait les cartes SIM des téléphones portables. En effet, pour la police scientifique, il y a là une mine, mais inépuisable d'indices et même de preuves. Le fonctionnement des réseaux GSM permet de suivre à la trace les mobiles lors de leur déplacement. La localisation la plus grossière consiste à savoir dans quelle zone l'appareil en question s'est signalé pour la dernière fois. Une localisation plus fine se fait en recherchant le mobile sur l'ensemble des relais. En cas d'encombrement, par exemple, il est concevable qu'un téléphone soit desservi par un relais situé à 35 km de distance, même si son utilisateur se trouve à quelques centaines de mètres d'un autre, mais qui, lui, est saturé au moment de l'appel. Dans notre affaire, les policiers sollicitent la collaboration des opérateurs téléphoniques et utilisent le principe de triangulation par rapport à plusieurs relais. Ils obtiennent ainsi une géolocalisation d'une précision de l'ordre de quelques centaines de mètres. Le téléphone de Glover est facilement traçable parce qu'il est toujours en train d'appeler ou de répondre au téléphone. Et grâce à ces appels, on peut savoir de quelle antenne relais il était le plus proche. Glover prétend qu'il était avec sa petite amie au moment des faits. Il a appelé plusieurs fois sa petite amie, ce qui prouve bien qu'il n'était pas avec elle toute la nuit. Les relevés téléphoniques montrent que Glover se trouvait près de l'endroit où le corps a été brûlé. Le téléphone portable de Lawrence Murrell permet également de prouver sa présence sur les lieux. On sait, grâce aux antennes relais, que son téléphone a été utilisé jusqu'à côté du Capitole de Pennsylvanie à 4h30 du matin. À 7 heures, Murrell consultait sa messagerie. Et bizarrement, quelqu'un d'autre faisait la même chose, exactement au même endroit et exactement au même moment. Justin Glover a aussi appelé sa messagerie près du Capitole à 4h30 du matin. Les relevés téléphoniques montrent qu'ils étaient bien ensemble. Harrisburg, en Pennsylvanie, se situe à environ 100 km de l'endroit où le corps de Wesley Person a été abandonné. 10 semaines après la mort de Person, Justin Glover et Lawrence Murrell sont arrêtés et accusés de son meurtre. L'accusation pense que Person a encaissé l'argent d'un prêt bancaire frauduleux sans en parler à ses partenaires et qu'il a ainsi signé son arrêt de mort.
T'as reçu un chèque. Quel chèque? On m'a pas donné de chèque. Wesley Person ne leur a pas donné l'argent qu'il leur devait. Glover et Lawrence étaient pourtant censés recevoir au moins 1 000 $ chacun par prêt contracté. Ils le découvrent et veulent se venger. Ils vont chercher Person à Harrisburg, puis l'emmènent chez lui pour qu'il leur donne leur part du butin. Ils le forcent ensuite à retourner dans la voiture et le conduisent dans la maison de la 13e rue que Morel est en train de rénover. Là, ils lui tirent 3 balles dans la tête. Son sang éclabousse un bout de la canalisation sur le sol de la cave. Les 2 hommes nettoient la scène de crime, mais ne remarquent pas la trace de sang. Ils enveloppent le corps dans une bâche, sans savoir que les petits bouts de plâtre permettront aux enquêteurs de retrouver le lieu du crime. Après avoir roulé 100 km jusqu'en banlieue de Baltimore, ils s'arrêtent et descendent le corps au bas d'un talus. Ils l'aspergent de gasoil et y mettent le feu. Mais le corps de Wesley ne brûle pas entièrement et la police parvient à recréer son portrait. Le plâtre contenant des poils d'animaux et la bâche mènent finalement les enquêteurs jusqu'à la scène de crime. Sans le tas de débris et la canalisation, cette affaire n'aurait jamais été résolue. Justin Glover et Lawrence Morel sont déclarés coupables de meurtre avec préméditation et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En faisant quelque chose d'aussi horrible à mon cousin, ils ont fait du mal à tout le monde dans ma famille. Le crime a été entièrement planifié. Mais les meurtriers ne sont pas parvenus à faire disparaître toutes les preuves. Le plus marquant dans cette affaire, c'est le travail de la police scientifique. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un travail aussi remarquable. C'est une affaire qui rassemble à peu près toutes les techniques de police scientifique. C'est l'affaire la plus intéressante de ma carrière. On aurait pu croire que leur amitié serait plus forte que l'argent. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Une reconstitution faciale par ordinateur, une bâche de chantier, des débris de plâtre desquels émergent quelques poils d'animaux, une expertise des cartes SIM de téléphone portable auront permis aux experts scientifiques de résoudre cette affaire d'une grande complexité. Mais la combinaison de ces techniques aurait-elle été suffisante si les policiers n'étaient pas parvenus à découvrir assez vite le mobile des suspects? Sans doute pas. Car pour sophistiqué qu'il soit, l'apport de la science serait inefficace s'il ne s'appuyait sur les méthodes traditionnelles qu'emploient les détectives depuis des siècles. Psychologie, recherche d'indices et témoignages. C'est sur cette constatation plutôt rassurante que se termine cette émission. Merci pour votre fidélité. J'aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles.